Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui entre toujours dans le cadre des cours de la MPS E3 du CPGE Moulay Youssef Touraba. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer la dernière partie du cours sur les espaces pré-hilbertiens réels et spécialement l'étude. Donc on va essayer de présenter une étude générale du groupe orthogonal en dimension 3. Dans la dernière vidéo, j'ai présenter la description du groupe orthogonal en dimension 2 et en dimension 1. Aujourd'hui, on va voir la dimension 3. D'accord? Et spécialement, donc, on va voir deux sections essentielles. Donc, dans la première, je vais essayer de présenter un problème des sous-espaces invariants, d'accord? Des sous-espaces stables par une isométrie. Et dans la dernière section, je vais essayer de présenter la description des isométries directes ou indirectes dans un espace euclidien de dimension 3. Alors, premièrement, je note E un espace euclidien orienté de dimension 3. D'accord? Donc, toute la suite, E désigne un espace euclidien de dimension 3 orienté. Alors, étant donné U une isométrie de E, alors une isométrie de E, c'est un endomorphisme de E qui préserve le produit scalaire. Ça veut dire que la norme du U de X égale la norme de X pour n'importe quel X dans E, ou c'est un endomorphisme encore qui préserve le produit scalaire. Ça veut dire que le produit scalaire entre U de X et U de Y est la même chose que le produit scalaire que X, Y, de X et Y. Alors, une isométrie de E possède un point invariant ou un point symétrique. Ça veut dire qu'il existe epsilon dans E, d'accord, qui est bien sûr non nul, tel que U de epsilon égale à epsilon, un point invariant, ou U de epsilon égale à moins epsilon, avec une réflexion. D'accord? Alors, ceci veut dire quoi? Alors, si vous prenez par exemple, si vous considérez vecteur de epsilon, donc dans les deux cas, alors si vous calculez U de alpha epsilon, donc c'est soit alpha epsilon, soit moins alpha epsilon, et donc il va rester dans le vecteur de epsilon. Et ceci veut dire que, ceci impliquera en fait que l'isométrie U possède un espace invariant engendré par le vecteur epsilon. D'accord? Alors, avant de passer à la preuve de ce lemme, voyons voir qu'est-ce que ça veut dire le U de epsilon égale à epsilon et le U de epsilon égale à moins epsilon. Alors, U de epsilon égale à epsilon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec epsilon non nul, ça veut dire que 1 est une valeur propre de U et le epsilon est un vecteur propre de U. Ici, veut dire que le moins 1 est une valeur propre de U et le epsilon est un vecteur propre de U. Et donc le lemme dit quoi? Dit qu'une isométrie, que le spectre d'une isométrie contient toujours soit 1, soit moins 1. Donc les 1 ou moins 1 sont des valeurs propres. Donc soit 1 ou moins 1 est une valeur propre de U. Alors, je reviens sur une des caractérisations des valeurs propres que j'ai déjà énoncé avant dans une certaine vidéo. C'est alors, étant donné U, par exemple, ici, je vais considérer juste le 1. Alors, U de epsilon égale à epsilon veut dire quoi? Veut dire que U de epsilon moins epsilon égale à 0. Et ceci veut dire, est équivalent à dire que epsilon est dans le noyau de U moins l'identité. Ou ici, epsilon donne le U plus l'identité. Alors, ceci veut dire quoi? Veut dire que U moins l'identité ou U plus l'identité n'est pas injectif. Parce que le epsilon dans le noyau est epsilon non nul. Elle n'est pas injective puisque E est de dimension 3 finie, alors il n'est pas bijectif. Et s'il n'est pas bijectif, donc son déterminant est égal à 0. Et donc je reviens sur l'interprétation des valeurs propres. Donc ce sont quoi? Les valeurs propres d'un endomorphisme en dimension finie sont les racines du polynôme caractéristique de
de l'endomorphisme. Et le polynôme caractéristique est donné par le déterminant de U moins X l'identité. Donc, alors P est un polynôme de degré, la dimension de E, ici 3. Son coefficient dominant, alors le coefficient dominant de D c'est moins 1 à la puissance N, moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Et donc, pour pouvoir montrer notre théorème, notre lemme, il faut montrer que 1 ou moins 1 est une racine de P. Donc, les racines de P sont les valeurs propres de U. Et donc, il faut montrer que soit 1, soit moins 1 est une racine de P. Alors, on va exploiter le fait que c'est un polynôme de degré 3, son coefficient dominant égale à moins 1, et donc on obtient en fait que la limite en plus l'infini égale à moins l'infini, et la limite en moins l'infini égale à plus l'infini. P est un polynôme, donc il est continu, et du coup, par le théorème des valeurs intermédiaires, P admet une racine alpha réelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que U admet une valeur propre alpha réelle. Et donc, déterminant de U moins alpha identité égale à 0, parce qu'alpha est une racine de P, P de alpha égale à 0. Alors, le déterminant égale à 0, ça veut dire que l'endomorphisme U moins alpha l'identité n'est pas inversible, donc il n'est pas, si c'est le mot C, il n'est pas injectif, parce que la dimension est finie. On revient toujours sur la dimension finie. Et donc, il va exister, il va contiendre un vecteur non nul, qu'on va noter epsilon. Donc, on va prendre epsilon, un vecteur non nul du noyau. Donc, U de epsilon, vérifier, c'est alpha fois epsilon. Donc, U de epsilon égale alpha fois epsilon, U dans le noyau, de U moins alpha identité. Et donc, là, c'est là où on va exploiter le fait que U est une isométrie. Donc, la norme de U de X égale la norme de X, U de epsilon égale la norme de epsilon. Mais U de epsilon, c'est alpha fois epsilon, donc d'ici on tire que module de alpha égale à 1, et du coup alpha égale à plus ou moins 1. Et donc c'est là, donc on obtient notre résultat. Alors là, on a utilisé deux choses essentielles. Donc la première, c'est que la dimension elle est impaire, d'accord? Donc le polynôme caractéristique est moins 1 fois x à la puissance n, moins x à la puissance n, avec n impair, d'accord? Et donc on aura l'existence d'une valeur propre alpha réelle. Et la deuxième chose, c'est le fait que c'est une isométrie pour pouvoir montrer que cette valeur propre n'est autre que plus ou moins 1. Alors, le lemme, le deuxième lemme, d'accord? Le deuxième lemme, c'est l'un des lemmes fondamentaux. Donc, il y a deux lemmes essentiels pour cette étude. C'est le lemme suivant. Donc, étant donné U une isométrie, on va prendre epsilon, c'est le même vecteur qu'on vient de construire. Ça veut dire que U de epsilon égale à plus ou moins epsilon. Et on considère D la droite vectorielle engendrée par epsilon. Donc, c'est le sous-espace invariant par epsilon. D'accord? C'est un sous-espace invariant par epsilon, pardon, c'est pas unique. Alors, invariant par U, pardon, et H égale à D orthogonal. Alors, premièrement, H est un plan vectoriel, donc c'est un espace vectoriel de dimension 2, parce que D est de dimension 1. Et de plus, H est stable par U, parce que D est stable par U. Alors, j'ai déjà énoncé un des théorèmes de la séance précédente, peut-être, si je me rappelle bien, c'est que un endomorphisme orthogonal, alors un endomorphisme orthogonal, si elle stabilise un sous-espace F, alors elle stabilise son orthogonal. Et de plus, la restriction sur H du produit scalaire de E est un produit scalaire sur H. Donc ceci ne dépend pas vraiment de H, c'est général. Alors si vous avez E un espace euclidien, un espace pré-hilbertien, alors la restriction du produit scalaire sur n'importe quel sous-espace est un produit scalaire. Pourquoi? Parce que la symétrie, la bilinéarité, ni le fait qu'elle est définie, ni le fait qu'elle est positive ne dépend pas de E. Alors, bon, on considère juste les vecteurs
Les vecteurs de H, donc ce sont vraiment des vecteurs de E. C'est pour cela qu'il reste un produit scalaire. Et donc, puisque U stabilise H, donc on peut voir U comme étant un endomorphisme, U restreint à H comme étant un endomorphisme de H. Et de plus, la restriction de U restreint à H est une isométrie de H. Donc U induit une isométrie sur H. D'accord? Une isométrie sur H et bien sûr une isométrie sur D. Alors, une isométrie sur D, D de dimension 1, c'est soit plus ou moins l'identité. Et une isométrie sur H, H est un espace de dimension 2. Et donc, on revient sur la vidéo précédente, sur la caractérisation des isométries en dimension 2. Alors, pour la première, elle est claire. J'ai dit que H est D orthogonale, D dimension 1, donc H est de dimension 2, la dimension de E moins la dimension de D. Alors, la restriction U est une isométrie, donc il va stabiliser en fait, puisqu'elle stabilise D, elle va stabiliser D orthogonale. Alors, en effet, alors c'est X dans H, pour montrer que U de X reste dans H, il faut montrer que U de X est orthogonale à D. Mais pour qu'elle soit orthogonale à D, il suffit qu'elle soit orthogonale à epsilon. D'accord? Si elle est orthogonale à epsilon, elle va être orthogonale avec 2 epsilon. Et donc, on fait en fait le produit scalaire du vecteur de U de X avec epsilon n'est autre en fait que, alors epsilon c'est U de epsilon plus ou moins. Et donc, U de epsilon, U de X, U de epsilon, et puisque U préserve le produit scalaire, et donc ce signe n'est autre que le produit scalaire entre x et epsilon, avec toujours ce signe plus ou moins. Et puisque x dans h et epsilon dans d, et d et h sont orthogonales, donc ce produit scalaire est égal à 0. D'accord? Et donc u de x reste dans h. Alors, il est clair que la restriction du produit scalaire est un produit scalaire, comme je viens de dire, et on va noter le produit scalaire restreint à H, c'est le produit scalaire induit par le produit scalaire de E sur H. Et donc, si on prend x et y dans deux éléments de H, alors U restreint X restreint à H appliqué à X, et U de Y restreint à H. Alors, le produit scalaire, donc ici on les voit comme des éléments de H, donc on peut les voir comme des éléments de E. Donc rien ne change. Donc c'est U de X, U de Y. Mais puisque U est une isométrie sur E, donc on peut enlever le U parce qu'il préserve le produit scalaire. Donc c'est X, Y, mais X et Y, on peut les voir toutes les deux, cette fois-ci sur H. Et donc c'est vraiment le produit scalaire sur H. Et donc U restreint à H, U induit bien une isométrie sur H. D'accord? Et donc, comme application de ces deux lemmes, alors on prend avec les mêmes notations, on prend epsilon 3, on va appeler epsilon 3 le normalisé de epsilon. Le epsilon, c'est le même vecteur qu'on vient de construire dans le premier lemme. Et donc, U de epsilon 3 serait plus ou moins epsilon 3, d'accord? Donc, c'est soit U de epsilon 3 égale à epsilon 3, ou U de epsilon 3 égale à moins epsilon 3. Ça dépend de epsilon. Alors, le vecteur epsilon 3, on a dit, induit une orientation sur le plan H. D'accord? Donc, le epsilon 3 induira en fait une orientation du plan H. Comment? Alors, vous imaginez la dimension 3. Vous imaginez par exemple H, epsilon 3, c'est le vecteur qui dirige l'axe des ordonnées, la hauteur, d'accord, les z. La troisième axe pour la troisième axe. Alors, si vous prenez par exemple la direction en haut, c'est vraiment pas la même direction en bas, d'accord? Alors, quelqu'un va travailler avec K, avec E3, donc la direction en haut, mais il y a quelqu'un qui va travailler avec la direction en bas. Mais si vous travaillez avec la direction en bas ou la direction en haut, il y a deux orientations qui sont différentes sur H. D'accord? Il y a quelqu'un qui va considérer IGK, d'accord? IJ dans H, et s'il a pris K, mais s'il a pris moins K, il va considérer GI, pas I.
D'accord. Donc, le epsilon 3 induit une orientation sur H. D'accord? Donc, on va considérer epsilon 1, epsilon 2, une base orthonormale directe de H. Et donc, la famille epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 est une base orthonormale directe de l'espace E. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on a dit que epsilon 3 induit une base, induit une rotation, une orientation sur H. C'est juste pour le choix de epsilon 1, epsilon 3, epsilon 2. Donc, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 est une base orthonormale directe de l'espace E. Et U restreint à H est une isométrie de H. Et donc, U restreint à H serait soit une réflexion, d'accord? Une réflexion par rapport à la droite D1 qui est le quart de U moins l'identité, restreint à H. D'accord? Donc une réflexion, pourquoi? Parce qu'une isométrie indirecte, une isométrie, les isométries en dimension 2, c'est soit des réflexions, des isométries indirectes, ce sont des réflexions, ou c'est une rotation. Et donc, une isométrie indirecte, ça veut dire que c'est une réflexion, donc par rapport à la droite vectorielle quart de U moins l'identité, et dans le supplémentaire orthogonal, c'est l'image de c'est U moins l'identité, ou c'est le noyau de U plus l'identité orthogonale dans H. C'est l'orthogonal dans H, pas l'orthogonal dans E. Il faut faire attention ici. Alors, on peut prendre dans ce cas epsilon 1, un vecteur induit sur... donc, c'est le vecteur qui dirige D1, et epsilon 2, c'est le vecteur qui dirige D2. D'accord? Et donc, epsilon 1 et epsilon 2 est une base orthonormale directe de H. D'accord? Dans le deuxième cas, donc on a dit que soit une isométrie indirecte, c'est une réflexion en dimension 2, c'est soit une rotation. Alors, U restreint à H, soit une réflexion, soit une rotation d'angle θ sur H, hein, restreint à H. Et donc, on a des cas à distinguer. Alors, les cas à distinguer, ça dépend, est-ce que de U de epsilon 3 égale à epsilon 3 ou moins epsilon 3, et est-ce que la restriction sur H est une réflexion ou une rotation? D'accord? Alors, par la suite, on va noter A, la matrice de U relativement à la base, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Et E de 1, c'est le noyau de U moins l'identité. Alors, ce noyau, ce E de 1, c'est l'espace, alors on l'appelle espace propre associé à la valeur propre 1. D'accord? C'est le sous-espace vectoriel des vecteurs invariants par U. Et on va voir par la suite que cet espace vraiment classifie les isométries en dimension 3. Alors, premièrement, le premier cas, c'est U de epsilon 3 égale à epsilon 3, et la restriction de U à H est une rotation. Donc, on a déjà dit qu'il y a quatre cas à distinguer. Et donc, dans ce cas-là, alors déjà, le fait que U stabilise D et le fait que U stabilise H, avec U et H sont des espaces supplémentaires orthogonales, donc la matrice de U serait une matrice par bloc. Donc ici, la matrice de U restreint à H, ici, la matrice de U restreint à D, et ici, il y a nécessairement des zéros. Parce que, je dis bien, parce que le U stabilise D et stabilise H. C'est l'une des choses intéressantes pour ces espaces invariants. Alors, A serait de cette forme. Pourquoi? Parce que cette matrice, c'est la rotation sur H, et celle-là, c'est parce que U de epsilon 3 égale à epsilon 3. Et donc, θ est l'angle de rotation. On va appeler θ l'angle de rotation. θ, c'est l'angle de rotation de U restreint à H. C'est ce qu'on avait déjà vu dans la vidéo précédente. Et donc, on va dire que U est une rotation d'angle θ. C'est le même angle θ et d'axe orienté D. D'accord?
Donc, l'axe de rotation, c'est l'axe D. D'accord? Et donc, si θ différent de 0 modulo pi, alors on a E1 et de dimension égale à D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si θ est différent de 0, ça veut dire que sinus θ est différent de 0. D'accord? Donc, θ différent de 0, ça veut dire que sinus θ est différent de 0. Et donc, E1 égale à D. D'accord? Donc, il y a un seul vecteur qui vérifie U de x égale à x. Un seul sous-espace. C'est vraiment la droite D. D'accord? C'est la dimension U. Alors, pour ces vecteurs et ces autres vecteurs, le U de x est différent de x. Alors, sinon, si θ égale à 0 modulo pi, alors 0 modulo pi, ça veut dire que sinus égale à 0 et le cosinus égale à 1. Et donc, le A, c'est la matrice identité. Et donc, E de 1, ça va être quoi? Donc, U de epsilon 1 égale à epsilon 1, U de epsilon 2 égale à epsilon 2, et U de epsilon 3 égale à epsilon 3. Et donc, E1 est de dimension 3. Et donc, c'est un espace de dimension 3, c'est l'espace entier, E. Alors, pour le deuxième cas, on va rester toujours U de epsilon égale à epsilon, et U de epsilon 3 égale à epsilon 3, mais cette fois-ci, la restriction est une réflexion. Alors, puisque la restriction est une réflexion, donc sa matrice serait 1 moins 1. Donc, le 1, c'est le epsilon 1, c'est le vecteur. Alors, je reviens, epsilon 1, toujours, c'est le vecteur qui dirige, le vecteur dirigeant D1. Et epsilon 2, c'est le vecteur qui dirige D2. D2, c'est le quart de U plus l'identité. C'est pour cela U de epsilon 2 égale à moins epsilon 2 et U de epsilon 1 égale à epsilon 1. D'accord? Et donc, la matrice, c'est une matrice 1, moins 1, 0, 0. Et le 1, c'est parce que, en fait, U de epsilon 3 égale à epsilon 3. Toujours, on a des matrices comme ça parce que H est stable par U et D est stable par U. Et donc, dans ce cas, on a U de epsilon 1 égale à epsilon 1, U de epsilon 2 égale à epsilon 2, et donc E1 est le vecteur de epsilon 1, U de epsilon 3 égale à epsilon 3, pardon, et U de epsilon 2 égale à moins epsilon 2. Et donc E1, c'est le vecteur de epsilon 1 et epsilon 3. Pour la direction epsilon 2, on a un signe moins. D'accord? Et donc, on va dire par la suite que U est une réflexion par rapport à vecteur de epsilon 1 et epsilon 2, par rapport à E de 1. Et voilà, ça c'est l'axe de... Ça c'est la réflexion est là. D'accord? C'est ce moins 1 là. Et l'ensemble des espaces, l'ensemble des points invariants, l'ensemble des éléments invariants, c'est vecteur de epsilon 1, epsilon 3. D'accord? Alors, le troisième cas, c'est le cas U de epsilon 3 égale à moins epsilon 3 et la restriction est une rotation. Alors, dans ce cas, alors la restriction, la matrice de la restriction, c'est la matrice de la rotation. Et U de epsilon 3 égale à moins epsilon 3, c'est pour cela qu'on a ici un moins 1. D'accord? Avant, il y avait un 1 parce que U de epsilon 3 égale à epsilon 3. Alors, cette matrice, on peut l'écrire comme étant la matrice 1, 1, moins 1 dans la diagonale, fois une matrice de rotation. D'accord? Fois une matrice de rotation. Et donc, U, c'est la composée d'une réflexion, d'accord? Par rapport avec de 1, avec de epsilon 1, epsilon 2. Et ça, c'est l'axe de la réflexion. Et une rotation. Donc, c'est la composée d'une réflexion et une rotation. La réflexion, je dis bien que c'est par rapport à vecteur de epsilon 1, epsilon 2. Ce sont les points invariants. Ce sont l'espace invariant, l'espace des vecteurs invariants par la réflexion. D'accord? Et ça, c'est l'axe de la réflexion. Et donc, et ça, c'est une rotation. Et donc, ici, on a E de 1 égale à 0. On n'a pas de point. Alors, ici, vous voyez bien que ici, on n'a pas de point invariant.
D'accord? Et ici, on n'a pas vraiment de point invariant. Bien sûr, cet état est différent de 0. Hein. Cet état est différent de 0 modulo pi. Sinon, cet état égale à 0 modulo pi, alors ici, on aura U de θ, U de cosinus θ égale à 1, et donc on aura l'existence l'existence d'un vecteur invariant. Ici, un vecteur invariant. Là. Euh, d'accord. Ok. Alors, le quatrième cas, c'est U de y3 égale à moins y3, et la restriction est une réflexion. Alors, pour cela, donc, si alors on prend epsilon 3, epsilon 1, epsilon 2, d'accord? Il faut les bien choisir. Donc, comme on avait dit, donc epsilon 1, c'est le vecteur tel que U de epsilon 1 égale à epsilon 1. C'est dans le noyau de U moins epsilon restreint H. Et l'autre, l'autre, c'est dans le noyau de U plus H. Et donc, ça, c'est la matrice de U restreint de la réflexion, de U restreint H. Et ça, c'est U de epsilon 3 égale à moins epsilon 3. Et donc, ici, on obtient que U est une symétrie orthogonale par rapport à la droite vecte de epsilon 3. Donc, de epsilon 1. Donc, ici, c'est l'ensemble des points invariants, l'ensemble des points des vecteurs invariants par U. Et ici, on a la réflexion. D'accord? Moins les densités. D'accord? Alors, ici, remarquons aussi que U est une rotation d'axe epsilon, vecteur de epsilon 1. D'accord? C'est une rotation. Parce que ici, alors, on a également ici cosinus de pi et sinus de pi, cosinus de pi, sinus de pi. D'accord? Et donc, c'est une rotation. Alors, la rotation, c'est par rapport à cet axe-là. D'accord? C'est vraiment la rotation qui a été considérée ici, mais ici, par rapport à l'axe, c'est une rotation autour de l'axe epsilon 3. Maintenant, c'est une rotation autour de l'axe E1. D'accord? On fait tourner autour de l'axe E1. D'accord. Alors, comme remarque, donc on regarde les 4 cas, il y a 2 cas où on obtient une rotation. D'accord? Donc, U est une rotation, est une isométrie directe, c'est une rotation juste dans le premier cas et le quatrième cas. Et c'est une isométrie indirecte dans le cas 2, le deuxième cas et le troisième cas. Donc ici, on a une rotation par rapport par rapport avec de epsilon, d'accord? Ici, on a une rotation nécessairement par rapport à cet axe, d'accord? Et d'angle θ. Et ici, alors pour ça, on a une réflexion, d'accord? On n'a pas une rotation. Et ici également, on a une réflexion parce qu'ici, on a moins 1. D'accord? Parce que ce moins 1 là. Donc ici, vous pouvez calculer le déterminant. Déterminant, c'est déterminant ici égal à 1 et déterminant ici égal à moins 1. D'accord? Donc on ne peut pas avoir une rotation. D'accord. Donc c'est tout ce qui concerne les sous-espaces invariants. Maintenant, je vais passer. Donc on va juste essayer de résumer ces 4 cas. Alors, pour les rotations vectorielles, donc, étant donné une isométrie directe, une rotation de E3, E3 c'est un espace de dimension 3 orienté. On note E1, c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Donc, le sous-espace formé des vecteurs invariants par U. Alors, ici, vous remarquez que dans le cas, alors ici, on a une rotation, E1 égale à D, et le U est de dimension, donc il est de dimension 1, et le U est différent de l'identité, d'accord? Ici également, pour le premier cas, le U est différent de l'identité, et le E1, d'accord, E1 ici égale à D. E1 égale à D. Si on a une rotation pure, hein, différent de l'identité. Donc voilà.
Donc, OK. Et donc, on a U est différent de l'identité. Si U est différent de l'identité, alors E1 est de dimension 1. E1 égale à D et la droite vectorielle de dimension 1. Donc, D, on va dire que c'est vecteur de E3, d'accord? Mais là, il faut vraiment faire attention parce que c'est vraiment pas les mêmes notations. Alors ici, on a déjà dit que E1, c'est le vecteur de 1, d'accord? C'est vecteur vecteur de 1, et ici, c'est vecteur de E3, d'accord? Mais bon, on va noter par la suite vecteur de E3 ou vecteur de D, d'accord? De D. D, c'est le vecteur qui dirige l'ensemble des points, des éléments invariants de l'isométrie, de la rotation. Et de plus, pour toute base orthonormée directe, epsilon égale à epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, le troisième vecteur epsilon 3 dirigeant l'axe fixe est fixé, d'accord? Donc, epsilon 3, c'est le vecteur qui dirige l'axe. D'accord? Donc, c'est soit le epsilon 1 dont on vient de parler, soit le epsilon 3, le même epsilon 3 qu'on vient de parler dans le premier, lemme. Et donc, ici, on a une rotation, d'accord? Donc, dans le vecteur de E1, epsilon 1, epsilon 2, on a une rotation d'angle θ. Puis ici, on a le E3 parce que c'est dans E1. D'accord. Et donc, on va dire que U est une rotation, et la rotation d'axe vecteur de epsilon 3 est d'angle θ. D'angle θ. Donc, ici, il y a une remarque, c'est la remarque, il faut faire attention que l'angle de la rotation dépend du choix du vecteur D, qui est epsilon 3. D'accord? Du vecteur D. Donc, comme je viens de dire, vous imaginez la dimension 3. Vous imaginez par exemple qu'on fait tourner autour d'un tuyau, par exemple, ou de n'importe quoi. On fait tourner autour d'un truc, d'accord? Qui est situé horizontal, d'accord? Donc, horizontale. Et donc, s'il y a quelqu'un qui prend la direction normale, ça veut dire qu'il prend le cas dirigé vers le haut. C'est pas la même chose que celui qui va considérer la direction du vecteur dirigeant vers le bas. D'accord? Donc, on va voir en fait que on va remarquer en fait que les angles de rotation se fait par un signe moins, d'accord? Donc, le θ, ça va transformer en moins θ. Donc, si pour toi, si tu choisis par exemple la direction en haut, et moi je choisis la direction en bas, si un objet par exemple tourne pour toi par un angle pi sur 2, pour moi ça va tourner par un angle moins pi sur 2. D'accord? Euh, une autre remarque très 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 intéressante et, et dont il faut faire vraiment très attention, c'est que l'angle θ n'est pas vraiment l'angle entre x et r de x, et l'image de x. R de x, c'est la rotation de x. D'accord? U de x. Donc, c'est pas vraiment l'image, c'est pas vraiment l'angle entre les deux, parce qu'on fait tourner autour d'un axe, d'accord? Donc, c'est l'angle, ça c'est vraiment pas l'angle entre x et u de x, d'accord? Donc, il y a l'angle entre x et u de x, et il y a l'angle de rotation. Donc, on fait tourner autour d'un truc, autour d'un axe. Ok, alors pour la détermination de l'angle d'une rotation, on a la proposition ainsi. Alors, étant donné E un espace euclidien de dimension orientale de dimension 3, R une rotation et epsilon un vecteur unitaire qui dirige l'axe de cette rotation. Donc, epsilon dirige, c'est dans c'est dans E de 1. Donc,
on considère H, c'est vecteur de epsilon orthogonal, d'accord? C'est l'orthogonal avec de epsilon. Et donc, ce vecteur epsilon définit une rotation du plan H, d'accord? Et donc de l'angle θ. Donc, il définit une orientation de l'angle du plan H et il définit aussi une orientation de l'angle θ. Donc, c'est soit on va travailler avec θ, soit avec un moins θ. Et pour l'orientation également, c'est soit par exemple, comme j'ai dit, IJ ou GI. Donc, ça dépend. Alors, alors pour n'importe quel x dans H, on aura en fait que R de x égale à cosinus θ x plus sinus θ fois epsilon vectoriel x. D'accord? Et epsilon vectoriel x. Et c'est pour cela, donc ici on a le sinus θ, on a cosinus θ, et donc on aura un tangente de θ, et donc on peut trouver notre θ. Donc si on arrive à écrire ceci, cette écriture, on arrivera à déterminer l'angle θ de la rotation. Donc l'angle, elle dépend de h, elle est dans h, vraiment. Elle dépend de epsilon. Hein. Donc ici, il est vraiment très clair. Si vous prenez par exemple moins epsilon, alors ici, comme je viens de dire, si vous prenez d' égale à moins d, donc vous aurez en fait ici un signe moins. Et donc le signe moins, donc ça va faire interpréter sur le sinus. Et donc ici, on aura à la place de sinus θ, on aura un sinus moins θ. Et cosinus θ, c'est un cosinus moins θ. Et donc on aura un angle opposé à l'angle dont on vient de travailler avec. Alors pour la preuve, donc on voit ici clairement que pour x égale à 0, donc r de 0 égale à 0, cosinus de θ fois 0 égale à 0, puis epsilon vectoriel 0 égale à 0, et donc la propriété est vraie. D'accord? Et c'est pour cela on va supposer par la suite que x est différent de 0. Donc on peut, sans perdre de généralité, normaliser x, donc diviser x par sa norme, ou diviser x par sa norme, diviser x par sa norme, et ne change rien. D'accord? Et considérer y, c'est epsilon vectoriel x. D'accord? Donc c'est un vecteur qui est orthonormal, et c'est un vecteur qui est normal, d'accord, par rapport à epsilon et x, il est orthogonal à x et orthogonal à epsilon, il est de norme 1, et donc la famille xy epsilon est une base orthonormale directe de E, et donc la matrice de R dans cette base, donc U de epsilon égale à epsilon, d'accord, et ça c'est la matrice de la rotation, d'accord, de la rotation relativement à cette base orthonormale directe. D'accord? Donc l'image de x par r par exemple, donc c'est ça. L'image de x, c'est ça. U de x, c'est cosinus θ fois x plus sinus θ fois y. Mais y n'est autre en fait que epsilon vectoriel x. D'accord? Et c'est vraiment, c'est la formule qu'on voulait. Alors cette formule, comme je viens de dire, détermine complètement l'angle θ de la rotation. D'accord? L'angle θ de la rotation. Donc voilà un plan pour déterminer l'angle, pour déterminer les éléments caractéristiques d'une rotation en dimension 3. Alors pour étudier une rotation, premièrement on détermine l'axe D de la rotation. D'accord? Et pour ce faire, donc il faut déterminer l'ensemble des vecteurs invariants. Ça veut dire quoi? Il faut calculer c'est quoi E de 1. D'accord? Donc il faut résoudre le système U de x égale à x, tout simplement. Ou il faut déterminer le noyau quart de U moins l'identité. Premièrement, comme deuxième étape, on prend D, un vecteur unitaire qui dirige D, qui dirige grand D, un vecteur unitaire. Il définit alors une orientation sur le plan vecteur de D orthogonal, d'accord? Et donc, on prend epsilon1, un vecteur unitaire, n'importe quel vecteur unitaire de P, et on considère donc un vecteur unitaire de P, et donc il va vérifier nécessairement D epsilon
égale à 0 parce que P est orthogonal à D. Et troisièmement, on considère epsilon2 comme étant le produit vectoriel entre D et epsilon1. D'accord? Et donc, on obtiendrait en fait que epsilon1, epsilon2, D est une base orthogonale, orthonormale, directe de l'espace en question E. D'accord? Et finalement, donc il nous reste que la détermination de l'angle. Il faut décomposer R de epsilon 1 sur epsilon 1 et epsilon 2, comme ça. Cosinus θ epsilon 1 plus sinus θ epsilon 2. Et donc, on obtient cosinus θ et sinus θ. Donc, il faut l'écrire comme ça. Et donc, on obtient cosinus θ et sinus θ. Et donc, on obtient également l'angle θ. Donc, on a un tangente de θ. Et donc, on a l'arctangente de θ. Et du coup, on a l'angle de rotation. D'accord. Alors là, vous voyez bien que, voilà, c'est là c'est l'axe qu'on tourne autour, d'accord? Ça, c'est l'axe dirigeant l'ensemble des points invariants. Donc, un point ici, il est invariant par un vecteur ici, il est invariant la rotation. Ça, là, on choisit epsilon 1. On fait le tourner par, alors ici, le θ c'est là, c'est vraiment là. Le θ est ici. C'est vraiment pas l'angle entre x et u de x. Sauf que si x il est dans le plan D, dans le plan P. D'accord? Qui est avec de D orthogonal. Avec de D orthogonal. Donc là, voilà. On prend epsilon 1 vectoriel, et D vectoriel epsilon 1, c'est le epsilon 2. U de epsilon 1, il va rester dans ce plan-là. Donc, on peut l'écrire comme étant cosinus θ fois epsilon 1 et plus sinus θ fois epsilon 2. Et donc, on aura en fait l'angle θ entre epsilon 1 et u de epsilon 1. Voilà. Alors, comme remarque, on peut également utiliser ces remarques que je vais énoncer pour étudier une rotation donnée par sa matrice. Donc, dans le cas où la rotation, l'endomorphisme est donné par sa matrice. Donc, on vérifie premièrement que la matrice est une matrice d'une rotation. Ça veut dire que A est une matrice orthogonale. Donc, pour vérifier que c'est une matrice orthogonale, il faut vérifier que les vecteurs colonnes, par exemple, constituent une base orthonormale de R3 pour son produit scalaire canonique. Puis, il faut montrer que le déterminant est égal à 1. D'accord? Deuxièmement, alors, on sait que, en fait, le A, dans une base orthogonale, dans une base orthonormale, la matrice de la rotation serait comme ça. Et la matrice de la rotation, on a dit que c'est A. D'accord? La matrice de la rotation, c'est A. Et donc, ces deux matrices seront semblables. Et donc, il va exister un certain P tel que A égale à P moins A UP. Et donc, ils ont la même trace. Donc, trace de A égale à trace de U. Mais la trace de U, c'est cos θ 1. C'est 1 plus 2 cos θ égale à la trace de A. Et donc, d'ici, on peut tirer le cosinus de θ égale à combien? Donc, de la matrice, on peut tirer cosinus de θ égale à combien? Alors, on détermine l'axe de la rotation, donc l'ensemble des points invariants, d'accord? Et un vecteur D qui va diriger l'axe de la rotation. Et donc, pour ce faire, il faut résoudre le système AX égale à X. Donc, un système 3-3 homogène, où A moins l'identité fois X égale à 0. Et donc, ceci revient à résoudre un système homogène, d'accord, de taille 3-3. On va essayer de voir un exemple. Puis, on détermine epsilon 1, n'importe quel vecteur orthogonal, dans l'orthogonal de D, un vecteur unitaire. Puis, U de epsilon 1, on calcule U de epsilon 1.
Alors, le déterminant de y1, u de y1, d, c'est un produit mixte qui ne dépend pas du choix de la base orthonormale. Donc, c'est vraiment pas la peine de calculer u de y1. D'accord? Donc, u de y1 s'écrit comme on a déjà dit, c'est cosinus θ fois y1 plus sinus θ fois y2. Et donc, dans y1, y2, d, donc c'est pas vraiment la peine de calculer y2. Hein? Y2, c'est pas vraiment la peine de la calculer. Alors, on aura ça c'est la matrice en fait de système. D'accord? Donc, le déterminant du système, c'est le déterminant de cette matrice-là, pardon, ici un déterminant. Et donc, ce déterminant est égal à sinus θ. Et donc, le déterminant de ça, si on sait calculer u de y1, alors si on a y1, on sait vraiment calculer u de y1 parce qu'on a la matrice A, on a le vecteur D, et donc on a sinus θ. Et donc, d'ici, on tire sinus de θ, d'accord? C'est ce produit mixte. Et on a cosinus de θ à partir de ça. C'est 1 plus 2 fois 1 plus 2 cosinus θ, c'est la trace. Donc on a sinus θ, on a cos θ, et donc on a l'angle θ de la rotation, et on a l'axe D de la rotation. Donc ce sont vraiment les éléments caractéristiques de la rotation. C'est l'axe de la rotation et l'angle de la rotation. Alors, voyons voir un exemple, traitant cet exemple. Alors, prenons A, la matrice donnée par ça, et montrons que c'est une vraie rotation. D'accord? Alors, premièrement, on calcule la norme de la première colonne. Donc, la norme de la première colonne, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc, le carré de ça, plus le carré de ça, plus le carré de ça, plus le carré de ça, c'est vraiment ça, égal à 1. Donc, c'est un vecteur normalisé, premièrement. Deuxièmement, je vais voir est-ce que le deuxième vecteur est normalisé ou pas. Donc, on calcule sa norme. Donc, le carré de ça, carré de ça, carré de ça, plus carré de ça. Donc, c'est vraiment ça, égal à 1. Et donc, c'est un vecteur qui est normalisé. Donc, ce sont deux vecteurs qui sont normalisés. Est-ce qu'ils sont, on teste, est-ce qu'ils sont orthogonales? Donc, le produit scalaire du premier vecteur avec le deuxième vecteur, c'est vraiment ça. Ce coefficient fois celui-là, puis celui-là fois celui-là, puis celui-là fois celui-là. Et donc, on les calcule, on trouve c'est 0. Donc, ils sont orthogonales. Les deux premiers vecteurs sont orthogonales. Donc, sans travailler avec le troisième vecteur, qu'est-ce qu'on va faire pour voir est-ce que c'est une base orthonormale directe ou pas? On va calculer le produit vectoriel du premier vecteur avec le deuxième vecteur. Donc, ce premier colonne avec la deuxième colonne, donc ça vectoriel ça, est-ce que c'est égal à ça ou pas? Tout simplement. Alors, on calcule le produit vectoriel, on trouve vraiment ici les coordonnées. Hein? Racine de 2 moins 1 sur 2 racine de 2, ainsi de suite. Moins racine de 2 sur 2 racine de 2, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment les coordonnées du troisième vecteur. Et donc, c'est vraiment le troisième vecteur. Et donc, c'est une base. Donc, voilà. On a E1, E2, E1 vectoriel E2. Et donc, c'est une base orthonormale directe. D'accord? Donc, c'est une base orthonormale directe. Et donc, c'est une vraie rotation. Premièrement, c'est une vraie rotation. C'est une rotation, c'est une isométrie positive. Deuxièmement, voilà, il faut déterminer l'angle. Première, il faut déterminer l'angle. Alors, pour déterminer l'angle, comme on vient de dire, la trace, donc cos θ, c'est la trace moins 1 sur 2. Alors, la trace, c'est ça plus ça plus ça sur 2 racines de 2. Voilà. Donc, la trace, voilà, la trace, ça c'est la trace. Égale 1 plus 2 cos θ, et donc cos θ égale à racine de 2 sur 2. D'accord? Tout simplement. Deuxièmement, il faut déterminer l'ensemble des points, l'ensemble des vecteurs invariants. A de x, ça c'est A de x égale à x. Ce 2 racine de 2, c'est vraiment ce coefficient-là. Alors, on écrit A de x, A fois x égale à x. D'accord? Avec grand X et x, y, z. Donc, c'est les coordonnées. Donc, on obtient ce système qui est équivalent à ce système. On fait juste faire passer ces vecteurs, ces trucs de l'autre côté.
ces variables de l'autre côté, on obtient ce vecteur, ce système-là, dont on peut voir que vraiment, alors ici y égale à 0, 0, 0, ici toujours, si vous donnez y égale à 0, alors vous obtiendrez que racine de 2x moins racine de 2x, racine de 2z égale à 0, ça moins ça égale à 0, donc le x et z sont égales. Et donc, on obtiendrait en fait qu'on peut prendre des normalisés comme étant racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, 0, comme étant un vecteur dirigeant l'ensemble des vecteurs invariants. D'accord? On peut prendre d égale à, comme ça, égale à ça. Comme on peut prendre moins d. D'accord? Moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2 avec un 0 à l'intérieur. Alors, un vecteur qui est orthogonal à ce d, c'est le deuxième vecteur le deuxième vecteur j. D'accord? 0 fois racine de 2 sur 2 plus 1 fois 0 plus 0 fois racine de 2 sur 2. Donc c'est un vecteur qui est orthogonal à ce vecteur-là. Elle est unitaire. On calcule u de g. Alors u de j égale à ça. D'accord? Donc c'est u de j, c'est vraiment ça. Hein? C'est la deuxième colonne. Égale à moins 1 demi, racine de 2 sur 2, 1 demi, ainsi de suite. Et donc on peut calculer ce que c'est que g vectoriel R de g. G vectoriel R de g égale à ça, d'accord? Égale à racine de 2 sur 2 fois d. D'accord? Si je ne me trompe pas, c'est racine de 2 sur 2 fois d. Et donc on obtient sinus θ. Donc pourquoi faire? Sinus θ, c'est le produit mixte, c'est le déterminant de g, R de g, d. D'accord? Si vous vous rappelez. Donc ici, alors ici, sinus θ, c'est le vecteur de y1, u de y1, d. y1, c'est j. Mais ce produit mixte, par définition, c'est g vectoriel R de j, d. Mais g vectoriel R de j, c'est racine de 2 sur 2, d scalaire d égale à 1. Parce que c'est normalisé, donc c'est racine de 2 sur 2. Et donc on obtient que sinus θ égale à racine de 2 sur 2, cos θ égale à racine de 2 sur 2, et donc on obtient que l'angle égale à pi sur 4, d on l'a, d'accord, d on l'a, et donc on a la rotation. Donc on a tous les éléments caractéristiques de la rotation, et donc on aura également, donc on aura la rotation, d'accord. Donc comme remarque, il n'est pas vraiment compliqué de voir de comprendre pourquoi sinus de θ fois d, donc voilà ici, si vous remarquez, c'est sinus de θ fois d qui est le vecteur qui dirige l'axe, qui dirige h. Donc il n'est pas compliqué de comprendre pourquoi sinus θ fois d, qui est un vecteur invariant de la rotation, et pas sinus θ. Donc le vecteur d oriente le plan de la rotation, et pour faire simple, comme je viens de dire au début, donc si on change d par moins d, donc voilà, pour faire simple, elle donne la direction du haut, par exemple, si vous prenez d, et si on change d au moins d, on va obtenir la direction en bas. Donc il faut, donc on intervertir la direction en haut par la direction en bas. Donc quelqu'un qui voit en haut passe comme celui qui voit en bas. On regarde le plan de l'autre côté, et donc on voit la rotation tourner dans l'autre sens. D'accord? Si vous voyez l'axe du haut ou du bas, donc vous allez voir que la rotation l'angle de la rotation est il y a un angle θ et il y a un angle moins θ entre les deux. Voilà. Alors, on résume l'étude précédente. Donc, voilà la classification des isométries en dimension 3. Et donc, étant donné E, un endomorphisme orthogonal U, on note E de 1, c'est le noyau de U moins l'identité.
c'est l'ensemble, le sous-espace formé des vecteurs invariants selon la dimension. Alors, selon la dimension de E de 1, on a la classification. Donc, dans le cas où E de 1 est de dimension 3, ça veut dire que c'est l'espace tout entier. Alors, ça, c'est l'espace tout entier, ça veut dire que U égale l'identité. D'accord? Donc, quel que soit X, U moins l'identité appliquée à X égale à 0. Et donc, U de X égale à X. Et donc, U est l'identité. Et donc, son déterminant égale à 1. Et U est l'identité. Et donc, c'est une orientation positive. C'est une rotation. C'est une rotation. Alors, pour la dimension de E égale à 2, donc si vous revenir sur... alors, on revient sur la dimension, sur E2. Alors, la dimension de E1 égale à 2, c'est dans quel cas? C'est dans cette cas-là. Voilà, dans ce cas. D'accord? Donc, E1 égale à 2. Ici, E1 égale à 0. Dimension 0. Dimension 1. Puis, dimension 3. Ici, dimension... Alors, où là? Où elle est? Oui, ici. Alors, pour le premier cas, dimension 1 ou dimension 3. Dimension 2. Dimension 0. Et dimension 1. D'accord? Alors, pour la dimension 2, c'est une réflexion. On est arrivé. Voilà. Voilà. Donc, pour la dimension 2, c'est une réflexion, c'est une isométrie, c'est une réflexion. D'accord? Et son déterminant égale à moins 1. Et donc, c'est une isométrie indirecte. Alors, pour la dimension 2 égale à 1, donc dans le premier cas, le quatrième cas, alors le déterminant égale à 1, et donc c'est une rotation, et donc c'est une rotation autour d'axe, autour d'un certain axe, R, autour d'un axe. D'accord? Donc l'axe, c'est l'axe, ça c'est l'axe, hein, c'est l'axe, c'est D, c'est E de 1. Et dans le cas où la dimension est égale à 0, de E de 1, alors on a une isométrie indirecte, d'accord? Donc c'est le troisième cas, si je me rappelle bien. Et donc dans ce cas, on avait vu que c'est la composée, donc U est la composée d'une rotation et d'une réflexion. Donc on écrit que U égale à R rond S, d'accord? R rond S. Alors, si A est une matrice orthogonale négative, d'accord, est une matrice orthogonale indirecte, alors si vous calculez déterminant de moins A, donc déterminant de A égale à moins 1, donc déterminant de moins A, c'est moins A à la puissance 3 fois déterminant de A, c'est moins déterminant de A, et donc c'est égal à 1. Et donc, moins A deviendrait une rotation positive. D'accord? Moins A deviendrait une rotation qui est une rotation, une vraie rotation. Et donc, moins A est spécial orthogonal, et donc O plus 2, 3. Et donc, on se ramène à l'étude précédente, à cette étude-là, hein, à cette étude des rotations. Donc, si on a une isométrie indirecte, on revient à une isométrie directe, cette fois-ci juste par la multiplication par moins 1. On avait déjà vu en dimension 2 qu'on multipliait par la matrice qui a 1 moins 1 dans la diagonale et des zéros dans l'antidiagonale. D'accord? Et donc, on a la classification ainsi. Donc, c'est soit on a une isométrie directe, une rotation. Donc, ce sont des rotations d'axe une droite vectorielle. Donc, c'est une rotation autour d'un axe. D'accord? C'est un objet qui tourne autour d'un axe. Ou c'est les densités. D'accord? Si l'angle est égal à pi, si l'angle est égal à pi modulo de pi, c'est les densités. Et si l'angle est différent de 0 modulo pi, de pi modulo de pi, c'est la rotation autour d'un axe. Et pour les isométries indirectes, donc elles sont de la forme moins une rotation, c'est moins A
est une rotation, c'est moins une rotation, et donc on peut l'écrire comme étant une rotation rend une réflexion, avec réflexion, multiplication par moins 1. D'accord? Et donc, vous voyez là, c'est le graphe d'une isométrie indirecte tel que E de 1 égale à 0, donc le dernier cas. Alors, vous voyez ici, D, c'est l'axe de... Ça, c'est l'axe D, d'accord? C'est l'axe c'est l'axe des points invariants. C'est l'axe D. Ça, c'est D orthogonal, d'accord? Ça, c'est D orthogonal. D ici, c'est vecteur de machin. C'est soit U de epsilon égale à epsilon ou moins epsilon. Hein. Alors, vous prenez ici X, on le fait tourner autour de D. D'accord? C'est vraiment pas, d'accord? On le fait tourner autour de D. Hein. On le fait tourner autour de D. Autour de D. Donc, on le fait tourner par exemple ici par θ. Puis, on fait moins R θ. D'accord? Moins R θ, moins ce vecteur. Donc, le symétrie par rapport à l'origine. Ou également, on peut faire tourner ceci par un pi plus θ. On le fait tourner autour de D par un pi plus θ. Puis on fait une symétrie par rapport à H. D'accord? Par rapport à H. Une symétrie par rapport à H, on obtient vraiment la même chose. D'accord? Moins Rθ égale à S rond Rθ plus pi. D'accord? Et donc, on obtient vraiment la même chose. Ici, dans cette remarque, je dis que une rotation, on peut l'écrire comme étant le composé de deux réflexions sur H et H', sur deux hyperplans, deux plans tels que la restriction, l'intersection des deux plans égale à la droite D, à la droite vectorielle D. Et donc, on peut dire que le groupe O de E3, comme le cas de O de E2, est engendré par les réflexions. D'accord? Il est engendré par les réflexions. Donc, comme application de cette vidéo, de ces rotations, vous allez voir les rotations en mécanique de solide, la rotation d'un solide autour d'un certain axe. Et ce sont vraiment les matrices d'inertie qui apparaissent, donc non, c'est pas là. Ce sont les matrices d'inertie qui apparaissent en mécanique de solide tout le temps. D'accord? Alors, c'est tout pour l'algèbre. C'est tout pour ce cours. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.